Bonjour tout le monde et merci d'être là. Cette semaine, on a de grandes visites cette semaine. On reçoit Daniel Lessard, on l'a déjà reçu pour un de ses romans. Mais Daniel, c'est un ancien journaliste de Radio-Canada que plusieurs auront connu pour cette raison-là, mais il a quand même une bonne carrière d'écrivain depuis ce temps-là, puis il va nous parler de son dernier né qui s'appelle Zigoun. Bonjour Daniel. Bonjour. Bon, là, on parle quand on parle de Zigoun, au moment où l'entrevue va être diffusée, là, ça va être déjà, le lancement va être fait. Ouais. Est-ce que c'est c'est pas un roman, là, à ce moment-là? C'est un recueil de nouvelles. C'est 13 histoires différentes, toutes basées en Beauce, sauf une qui est dans la région d'Inverness, à la frontière de la Beauce. Mais disons que ce sont tous basés en Beauce. 6 ou 7 de ces nouvelles-là, l'action se déroule à Saint-Benjamin. Au moment où j'ai grandi à Saint-Benjamin, donc fin des années 40, début des années 50, 60, et qui touche à différents secteurs de la vie beauceronne. OK. Puis on y voit, c'est qu'il y en a même, on parle de Beauceville aussi, là, entre autres, là, quand on parle de Beauceville. Oui, c'est ça. Un sur la rue vers l'Or, là, si on veut. Oui. Et puis on va y aller plus dans les détails tantôt. On parle, c'est que en tout cas, moi, je voyais un peu comme deux sortes de... Il y a comme des histoires qui sont mises dans un contexte d'événements historiques ou dans un contexte historique. Et puis, tu as comme des souvenirs d'enfance, on peut dire aussi, là. C'est un mélange de tout ça. Oui, il y a des souvenirs d'enfance, celle sur la religion, par exemple. Sœur Saint-Clément, c'est comment on a été traumatisé par la religion catholique, la plupart d'entre nous, ce qui nous en est resté, etc. Mais ce sont des souvenirs d'enfance. Toutes les nouvelles sont dans un contexte historique que j'essaie de garder le plus rigoureux possible. Ce qui se passe en 50, ça se passe en 50, le contexte politique de l'époque, etc., parce que ça, c'est important. Mais au-delà du contexte politique, les gens qui vivent dans ces histoires-là, la plupart sont sortis de mon imagination. La religieuse à l'incendie de Saint-Victor qui tombe en amour avec un ancien séminariste. J'ai passé 2 ans au séminaire de Saint-Victor. Il y avait une très belle religieuse qui travaillait à la cafétéria. On aurait bien aimé lui faire la cour tout le monde, mais c'était pas possible. Et moi, dans la nouvelle, je l'ai rendu possible. Alors, c'est un mélange de tout ça. D'accord. Puis là, justement, on va y aller avec des courtes mises en situation là, pour chacune des membres. La première, on parle de la petite mamzelle. À ce moment-là, on parle d'école de rang. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vécu ou que tu as connu des gens qui l'ont vécu? C'est ma mère. C'est l'histoire de ma mère, enjolivée. Mais ma mère était une très, très bonne maîtresse d'école. Chaque année, les maîtresses d'école, les meilleures, avaient des primes du département de l'instruction publique. C'est comme ça que ça s'appelait. Et ma mère avait la prime à chaque année, les 4 années ou 5 années qu'elle enseignait. C'était une excellente maîtresse. Je suis biaisé, je le reconnais. J'ai ajouté à ça tout le contexte des maîtresses d'école de rang. Duplessis disait que c'est des vieilles filles frustrées qui n'avaient pas raison de protester puis exiger de plus gros salaires. Même Monseigneur Félix-Antoine Savard disait que ce n'était pas la place des femmes de se promener puis de manifester. Donc, j'ai recréé le contexte de l'époque. Ma mère enseignait dans l'école durant l'Angevin à Saint-Benjamin. Il y avait toutes sortes d'élèves qui fréquentaient cette école-là. Souvent, les parents les gardaient à la maison parce qu'il fallait qu'ils soient là pour traire les vaches, etc. Tu vois un peu le décor. Donc, elle devait composer avec tout ça. Et la plus grande difficulté pour une maîtresse école de rang, c'est qu'elle avait 7 classes différentes. Elle enseignait de la première à la 7e année. Alors, imaginez, vous commencez le matin, des travaux pour les 2e année, 3e année, et vous assurez que tout le monde a sa part équitable d'enseignement. C'était tout un défi. Et puis, je vois avec Suzanne, on parle de la mise à noir, là, à ce moment-là, c'est la grande crise. C'est la grande crise, c'est ça. À travers les yeux de mon grand-père, Roméo Lessard, qui était maire de Saint-Benjamin pendant presque 20 ans, et qui était très impliqué en politique, organisateur important de Joe Desbégins, qui était l'organisateur de Maurice Duplessis. Dans le courrier de mon grand-père, après sa mort, on a trouvé des lettres que Duplessis lui avait envoyées. Donc, c'était la grande crise et les gens avaient beaucoup de difficultés. Mais c'est une histoire de misère, mais aussi de solidarité. De solidarité. C'est la seule façon de survivre, c'était faire en sorte que les gens s'entraident. Les gens qui allaient à la chasse puis qui tuaient 2 chevreuils, en donnaient aux voisins. Et comme ça, les gens ont fini par survivre. Mais c'était une période extrêmement difficile, à Saint-Benjamin comme partout ailleurs. Oui. Puis là, on arrive à Fenelon Pooler.
C'est qui la déformation de Fénelon Poulain. Bon, donc, on parle de gens qui sont allés aux États-Unis, qui ont émigré. Dans la grande migration là, de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e, on calcule qu'il y a au-delà d'1 million de Québécois qui sont partis vers la Nouvelle-Angleterre. Si bien qu'aujourd'hui, si ces gens-là étaient restés au Québec, avaient fondé des familles, la population du Québec serait autour de 12 ou 13 millions. Vous imaginez un peu ce que ça représente. Mais on s'imaginait que, bon, ils s'en allaient aux États-Unis, que c'était le Pérou qui allait devenir riche. Ça a été très difficile pour beaucoup de ces gens-là. Moi, si je peux me permettre, c'est l'élément que j'ai trouvé intéressant, moi, comment ça se passait pour eux autres là-bas, parce qu'on le voit là, à travers l'histoire. Est-ce que vous êtes fait raconter ça par des gens? Oui, et puis deux, il y a beaucoup de documentation là-dessus. J'avais envie de faire un roman, moi, sur ce sujet-là. Mais il y en a tellement qui ont été faits. Il y a un excellent film qui a été fait, des Tyrans du pouvoir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Mais non, la vie de ces gens-là n'était pas facile. Et il a fallu qu'ils se battent pour avoir un minimum d'école française. Deux, à un moment donné, il y avait tellement de francophones. La moitié de la population de Waterville provenait du Québec. Donc, ça a été plus facile de s'intégrer. Mais il y avait toujours les opposants à l'immigration, qui était le Ku Klux Klan, qui est très connu, un groupe extrêmement radical, c'est ça, moi j'ai été surpris. Qui, eux, se disaient, on ne veut rien savoir de ces gens-là, on ne veut rien savoir des catholiques, il faut fermer les portes à l'immigration. Ils se sont battus pour faire passer une loi dans le Maine où la seule langue enseignée était l'anglais, que les enfants qui parlaient français dans la cour d'école étaient punis sévèrement. Donc, ça n'a pas été facile pour tous ces gens-là. Il y en a qui ont très bien réussi, mais il y en a d'autres qui ont... Beaucoup sont revenus, beaucoup ont été déçus. Mais c'est tellement la misère au Québec qu'ils n'avaient pas le choix que de partir. Je comprends. Et puis là, on arrive à Zigoun. Zigoun, qui est un cochon. Et puis, donc, là, on parle de souvenirs d'enfance davantage. Moi, j'aurais envie de demander pourquoi tu as choisi Zigoun comme titre de l'ensemble du document. Je cherchais un nom original à donner à la jeune truie là, qui voulait manger toutes les pommes qui tombaient. On a eu une truie comme ça chez nous. C'est de là que c'est parti. C'est une truie qui s'assoirait. Quand les pommes tombaient du verger, elle sautait dessus de suite puis elle empêchait les autres d'y aller. Pourquoi Zigoun? Quand j'étais jeune, il y avait un vieux quêteux qui venait chez nous tous les étés. Quand il arrivait, il sortait son paquet de tabac. Il l'offrait à mon père, il disait « Luc, roule-toi une zigoune ». Une zigoune, c'est une cigarette. Je trouvais vraiment amusant et c'est la seule raison pour laquelle je vais donner le nom à ce nom-là à l'histoire. OK. Puis de choisir celui-là pour l'ensemble du document, c'est un peu pour l'originalité du nom? Ça, c'était pas mon idée, mais je la trouvais très bonne. C'était l'idée de mon éditeur. Charles Serre m'a dit « Je viens de lire Zigoune. Ça fait un maudit beau nom. Les gens vont être intrigués, ils vont se demander ce que c'est, ce que ça veut dire. » Donc là, c'est plus du marketing. Oui, du marketing. Voilà, exactement. Bon, puis l'autre, c'était un peu quelque chose d'obligatoire. On parle d'inondation, l'eau monte. Et puis, ce qui est intéressant peut-être, c'est qu'on voit, des fois, il y a un côté folklorique un peu qu'on va présenter, mais là, on voit aussi que ça cause la misère. Oui. Je ne sais pas laquelle inondation choisir. La seule que j'ai vue, moi, de mes yeux vus, c'est en 57, je pense. Mon père était venu avec un de mes oncles, il m'avait emmené, puis on était de haut, on voyait ça, c'était absolument incroyable. Mais la plus importante, c'est celle que je décris dans cette nouvelle-là, la misère des gens. Et ça, l'inspiration, j'ai fait le tour de l'Éclaireur et des journaux de Québec, l'Action catholique et Le Soleil, qui ont couvert ça mur à mur, là, parce que tellement c'est important. Et c'est là où tu découvrais que, tu sais, bon, oui, c'est folklorique, l'eau monte, la rivière Chaudière, c'est classique, mais il y a des gens là-dedans qui devaient sortir en pleine nuit, puis se sauver, puis s'en aller, puis, tu sais, tu te lançais sur le canot dans la rivière où l'eau montait, il y avait des milliers de cordes de bois qui roulaient là-dedans. C'était vraiment l'enfer, c'était vraiment... Alors, et j'ai exagéré un tout petit peu le côté humain. La vieille grand-mère méchante, là, qui est furieuse contre tout le monde, ça, c'est un personnage qui est créé de mon esprit, mais pour faire vivre ces histoires-là... On comprend que les histoires sont inventées, mais que le contexte est réel. Non, j'explique clairement qu'il y a de la fiction. Le contexte historique est réel, mais il y a de la fiction. Les gens qui sont là-dedans, c'est moi qui les ai inventés. Puis l'autre, on en a parlé un peu tantôt, Sœur Saint-Clément, là, donc on parle de l'importance et puis l'omniprésence de la religion. L'exagération. Oui, puis qu'on peut revoir un peu dans d'autres histoires aussi, là, parce que c'était vraiment omniprésent dans cette société-là. Sœur Saint-Clément, c'était
C'est une très bonne sœur. Elle voulait tellement bien faire, mais elle n'était pas... Je n'irai pas plus loin que ça. Ouais. Et c'est elle qui nous avait préparés pour la communion, pour les sacrements. Et pour la communion, la première phrase qu'elle nous avait dite, je m'en souviens encore, j'avais 7 ans, « Il ne faut pas croquer l'hostie parce que le petit Jésus va saigner. » T'imagines à 7 ans, tu te dis... Ouais. Chou, qu'est-ce que je fais avec ça? T'as pas envie de faire saigner le petit Jésus. T'as pas envie de communier, première des choses. Ouais. Et là, c'est tout le processus de préparation, tu sais, comment il faut se préparer. Mais ça, c'est une sœur qui a vraiment existé à ce moment-là? Oui, elle est célèbre à Saint-Jean-Germain. Sœur Saint-François d'Assise. Et c'est ça, toute la confession, la difficulté de la confession. La sœur disait, il faut accuser tous vos péchés, il ne faut pas en oublier un. Tu sais, à 7-8 ans, t'en fais-tu des péchés? Enfin... Ouais. Tu cherchais pour en avoir, puis là, quand tu abordais les péchés de la chair, là, ça, c'était le drame national. Tout le monde ne savait pas trop comment faire ça. Moi, je me souvenais d'une vieille femme qui habitait près de chez nous. On l'appelait la bonne femme Gaudias. Un jour, elle courait, puis elle était tombée à la renverse, puis sa robe était tombée, puis on voyait juste son jupon. Moi, je l'avais vu, donc je me suis accusé du péché. C'est au lieu de me dire, ben non, c'est pas un péché, je me donne une pénitence. On est loin de l'Internet. Ah, moi, oui. Oui. Et puis, on y va avec un incendie à Saint-Victor. Il y en a eu... Il y a eu quelques-uns. Saint-Victor était le champion des incendies. Oui. Et cet incendie-là était particulièrement désastreux et ils étaient mal préparés. Il n'y avait pas de service d'incendie. C'était vraiment épouvantable. Et il vantait cette journée-là. Ça a été affreux. Et moi, Saint-Victor, je connais bien parce que j'ai fait 2 ans au séminaire Saint-Victor, un séminaire de vocation tardive, où ils t'envoyaient là. Moi, parce que, bon, je n'étais pas un trop bon élève au séminaire Saint-Georges, je m'avais envoyé là pour réfléchir pendant 2 ans. Mais je ne suis pas devenu prêtre pour autant. Mais il y avait des religieuses qui travaillaient à la cafétéria. Et il y en avait une qui était particulièrement jolie. Tous les gars du séminaire qui prétendaient avoir la vocation là, seraient partis en courant avec cette jeune religieuse. Et j'invente une histoire d'un séminariste qui tombe en amour avec elle. Oui. Vous verrez la fin, je ne vous le dirai pas, mais ça finit bien. Enfin, ça finit bien. Oui. Puis en même temps, on apprend des choses, non seulement sur ce qui est arrivé, mais on comprend mieux, il me semble, ce que ça représente pour les gens qui sont là quand on lit vos choses. Je pense que c'est quelque chose qui est général dans l'ensemble. C'est que ça nous aide à comprendre l'histoire, si on veut. L'inspiration là-dessus est venue beaucoup de ce qu'il y avait dans les journaux, mais il y a une Madame Lessard qui, dans le truc historique de Saint-Victor, ils ont une espèce de page historique où les plus anciens racontent leur histoire. Et elle racontait son histoire de l'incendie. Je me suis beaucoup inspiré de son histoire. J'arrive maintenant à Goddamn Spotters. Là, on parle de la conscription. Et puis ça, en tout cas, pour moi, je trouvé ça très instructif. Puis c'était quand même rough. Nous autres, aujourd'hui, quand on fait affaire avec le gouvernement, c'est surtout vers la fin de la guerre, quand l'imbuvable Borden, qui était premier ministre du Canada, a imposé la conscription, puis a décidé que les gens iraient à la guerre. Il a envoyé au Québec une force de soldats qui étaient des repris de justice. Des bombes, des bandits qui étaient devenus soldats et à qui on avait dit, si les gens que vous voulez recruter se cachent et vous les trouvez, vous n'êtes pas capable de les emmener, vous les tirez, point à la ligne. Alors, et il y a eu au Québec, ailleurs, mais surtout au Québec, des milliers de Québécois qui se sont cachés en différents endroits. Et à lire l'Éclaireur en particulier, tu découvres plein de choses. Il y avait un lac des Anglais, l'ironie suprême, où des Québécois se cachaient. Et un jour, il y a un gars de Québec Railway, de la Société des chemins de fer, qui est venu faire des réparations. Les gars ont pensé que c'était un gars de la police qui venait les arrêter. Ils l'ont tiré. Mais il y a eu plein d'exemples à Sainte-Rose, dans tous les villages. Les gens se cachaient, ne voulaient rien savoir. Il y a un gars qui ont fini par attraper. Ils l'ont mis dans le train pour l'envoyer près de Québec, là, où il y a la base militaire. Oui, merci. Et le gars est sauté par la fenêtre du train. Et il s'est sauvé, puis il est revenu chez lui à Beauzile. Et il y a plein d'histoires. Ouais. Et il y avait cette division entre les anglophones et les francophones qui était extrêmement puissante. Tu sais, des gars comme Henri Bourassa, Lavergne disaient aux Québécois, n'y allez pas à la guerre, refusez de la conscription, cachez-vous. Et c'était quand même pas rien. Là, c'est parce qu'il y avait comme le sentiment d'aller défendre l'Angleterre. Exactement. Il y a eu les émeutes de Québec, il y avait eu 3 ou 4 morts. La police avait tiré sur les gens pendant les manifestations. Non, c'était quelque chose d'assez spectaculaire.
Puis là, suivant, c'est cabale, whisky et télégraphe. On parle d'élection. Et puis, en tout cas, si on trouve qu'aujourd'hui, la démocratie est malade, on s'aperçoit que c'est pas la première fois. Hein? C'était différent, une maladie différente à cette époque-là. C'était les rouges contre les bleus. Ouais. Et c'était des organisateurs qui s'en donnaient à cœur joie. Et des organisateurs n'étaient pas tous passés par l'université. Quand tu nommes des organisateurs, c'est-tu des vrais noms? Non. C'est pas des... Non, les candidats, c'est des vrais, mais pas les politiciens, c'est les vrais, mais pas les organisateurs. Okay. Les incidents, quand on parle qu'il y a eu des assemblées houleuses... L'Assemblée de Saint-Benjamin, elle a bel et bien eu lieu. C'est une des pires qu'il y a eu dans l'histoire de la province de Québec. Les gens avec des madriers, on n'a jamais su si c'est les libéraux de Taschereau qui l'avaient organisé eux-mêmes pour faire croire que c'était la faute des conservateurs ou si c'était les conservateurs qui l'avaient organisé. Mais ça a été off. Et tout le passage de télégraphe, tout ça, les gars se promenaient dans le cimetière 2 ou 3 jours avant l'élection, récoltaient tous les noms des morts dans les 2 ou 3 dernières années, puis là, se faisait une liste, puis envoyait ses partenaires voter. Il remplissait lui-même tous les bulletins parce que la plupart d'entre eux ne savaient pas écrire ou lire. Ouais. Puis ça, le prochain, ça aussi, c'est un petit peu un autre là, qu'on s'attendait à trouver là, si on recense les principaux événements. On parle de l'or en barre, donc on parle vraiment de la rue vers l'or. Ouais. Puis il y a question de Beauceville dans celle-là, puis de Sieur de Léry. Puis... Oui. Il y a 2 choses que j'ai fait ressortir là-dedans, et 1 ou 2 personnes qui l'ont lu n'ont pas aimé, mais je pense que ça fait partie de la réalité. Les mines d'or en Beauce, c'est du folklore. Il n'y a jamais eu de mine d'or assez importante pour en faire l'exploitation pour que les gens deviennent riches. Mais c'est un phénomène important et typiquement beauceron. Il y a eu 2 choses qui sont arrivées. Le seigneur de Léry, qui est propriétaire d'une seigneurie, quand la petite Gilbert a découvert la première pépite, il a décidé, lui, qu'il ferait enregistrer tout ça et que ça serait tout à lui. Dans les ententes qu'il y avait, les censitaires, ceux qui recevaient des terres des seigneurs, pouvaient garder ce qu'ils trouvaient sur la terre. Lui avait décidé que tout ce qu'il y avait dans le sous-sol, ça lui appartenait. Et ça a créé un malaise énorme. L'autre phénomène qui était moins connu, c'est que toutes les compagnies qui exploraient les mines d'or étaient des compagnies anglaises. La seule qui avait un nom français, c'était De Léry Mining Corporation something. Il avait gardé le nom de Léry, mais De Léry n'était plus impliqué. Et ça, c'est moins connu. Et la révolte des censitaires, des gens de Saint-François, de Beauceville, c'est-à-dire, merde, ces gens-là viennent, prennent le petit peu d'or qu'ils peuvent trouver, démolissent nos érablières, démolissent nos terres, et nous, on n'a rien. Et ils sont allés devant les tribunaux. Et c'est allé très loin devant les tribunaux, mais à ce moment-là, toutes les compagnies minières sont parties parce qu'ils avaient réalisé qu'ils ne feraient jamais d'argent avec ça. Et ça, c'est moins connu. C'est le bout où on idéalise beaucoup les mines d'or. Il y a encore aujourd'hui des recherches qui se font à Saint-Simon-les-Mines. Il y en a eu à Saint-Benjamin, dans le ruisseau Cumberland, mais ils n'en ont jamais trouvé assez pour que ça vaille la peine. Et puis, on arrive à Maudit Matou. On parle plus là, parce que dans chaque village, on va souvent trouver quelqu'un. Oui. Celle-là, elle est inventée de presque toutes pièces. Le personnage principal existe, il s'appelait Xior Rodrigue. C'est un gars qui vivait seul à la fin de sa vie. Je pense qu'il ne s'était jamais marié et qui soutenait qu'il avait des dons. Soutenait que les mouches se promenaient dans ses yeux tout le temps. Il y a une maladie. Il y avait ça, mais on ne savait pas ce que c'était à l'époque. Et il avait peur des chats. Il avait très peur des chats. Et le chat que j'invente, moi, le chat dont il a peur, je l'ai inventé, j'ai inventé toute cette histoire-là. Mais il avait des dons. Et il n'arrêtait pas le sang comme d'autres, mais il était capable de se promener avec une jarre pour trouver un puits. Il savait comment semer, à quel moment de l'année semer. Ça, il savait tout ça. Mon père l'a engagé souvent pour semer de l'avoine chez nous, puis bon, je le voyais faire. Il était bizarre. C'était pas un mauvais gars, mais il était bizarre. Et il avait tellement peur des chats que... Puis chez nous, il y avait toujours, ma mère gardait toujours une douzaine de chats. Il n'aimait pas ça. Mais celle-là, c'est peut-être celle où j'ai le plus laissé aller mon imagination. Oui, partie d'un personnage, puis là, on fait une histoire avec. Et puis, on parle de prohibition dans les barbottes. Et puis, de la manière que je vois ça, la prohibition n'a pas été super efficace. Non, mon Dieu, non. Non, les Américains menaient, pendant la prohibition ici, puis aux États-Unis, aux États-Unis, c'est beaucoup plus sévère, les Américains
Américains venaient ici. Le père des Kennedy, Joseph Kennedy, venait s'approvisionner à Frampton. Puis le père des Kennedy a fait sa fortune avec l'alcool frelaté, avec l'alcool illégal. Ouais. Donc, la Beauce et Dorchester et Bellechasse, tous les comtés à la frontière des États-Unis avaient ce qu'on appelait des barbottes, où ils faisaient de la bagasse, où ils faisaient de la tarragone. La tarragone, c'est une espèce de vin sucré qui était d'inspiration espagnole. Et ils vendaient ça à bon prix. Et très souvent, c'était frelaté, c'était de très mauvaise qualité. Des gens étaient malades, en mouraient. Donc, des fois, ça pouvait faire plus de mal que... Oui, et l'histoire du début du gars et de la femme, deux alcooliques, qui a fait boire de la bagasse à leurs enfants parce qu'ils étaient tannés de les entendre brailler. Elle est véridique, elle s'est passée à Beauceville. J'ai trouvé ça dans l'éclaireur, un petit entrefilet. Toute l'histoire était là. Ils n'ont jamais revenu là-dessus. J'ai jamais su ce qui s'est passé. J'en ai déduit qu'ils avaient été accusés. Il y a deux des enfants qui étaient morts. Tu fais boire de la bagasse, tu mets ça dans le verre de lait d'un enfant de 2 ans, tu lui fais boire ça, il y a des grosses chances qu'il... Mais c'est le côté exagéré de tout ce commerce-là, mais qui rendait les curés complètement fous, c'est impossible à contrôler. Puis l'Église était pas très correcte, parce que l'Église, d'une part, disait il faut pas faire la prohibition, c'est une invention des Anglais. Nous, c'est la loi de la tempérance qui va nous servir et qui va permettre d'arrêter la vente d'alcool. La loi de la tempérance, tu sais. Puis le truc noir qu'ils mettaient aux portes pour montrer qu'ils ne consommaient pas d'alcool, c'était... Et la cornaire. C'est facile, 100 ans plus tard, de dire ces gens-là n'ont rien compris, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Oui, puis je trouve que dans l'ensemble, le livre fait bien ça. Là, ça nous aide à comprendre l'histoire. Il y a un personnage, je ne me souviens plus où je l'ai trouvé, je pense que c'est dans l'Action catholique, qui disait « Nous, on n'aime pas ça avoir la gorge sèche. Les Anglais, ça ne les dérange pas d'avoir la gorge sèche, ils ne boivent même pas du vin de cerise. Nous autres, on n'aime pas ça. On boit de l'alcool. » Tu peux faire. Puis là, on parle de non, madame. Là, à ce moment-là, c'est le vote des femmes, là, les suffragettes, tout ça. Ouais. Puis là, on s'aperçoit qu'en tout cas, on ne peut pas dire que la Beauce a été un leader là-dedans. Là, hein? Personne n'a été un leader là-dedans. Personne. Ce que j'ai voulu faire avec ça, c'est que toute cette bataille des femmes, des Casgrain, Idéola, Léger, etc., ça se passait à Montréal. Dans les régions, très peu. Et moi, j'ai voulu savoir d'un petit village comme Saint-Prosper, le village que j'ai choisi, ou les autres villages autour, comment ça se passait. C'était simple, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de femmes qui se manifestaient, ou celles qui le faisaient, c'est très discret, ils n'osaient pas le faire. Leur mari ne leur a jamais permis, le curé se serait déchaîné. Mais ce que j'ai trouvé et qui m'a fasciné, c'est que dans l'Éclaireur et le Guide de Sainte-Marie, je ne sais pas si tu as déjà lu le Guide de Sainte-Marie, c'est le journal oui, mais à peu près le plus radical et le plus incroyable que j'ai jamais lu sur le plan politique, mais quand même, c'est ça. Dans ces deux journaux-là, ça a été, lors de cette campagne pour obtenir le droit de vote, ça a été épouvantable tout ce qu'ils ont écrit, alors que dans la Beauce, il n'y avait rien. Tu sais, ils se battaient contre les femmes de Montréal. Alors, je me suis servi de ces deux journaux-là pour exprimer, pour raconter l'histoire, puis imaginer comment deux femmes se battant pour avoir le droit de vote, comment ils auraient été reçus dans un village comme Saint-Prosper. Parce qu'au Québec, en général, on n'a pas été avant-gardiste. Non, écoute, ça a pris quoi, 13 votes à l'Assemblée nationale avant que ça passe. Il a fallu que ce soit Adélard Godbout, qui revenait de l'Europe, qui était un politicien 10 fois plus avant-gardiste que tous les autres, pour que finalement ça passe. Et Godbout a perdu l'élection suivante, probablement en grande partie à cause de ça. Ouais. Dernière petite histoire, Maman Pilou, la Peu et les hirondelles. Là, on vient plus à des souvenirs d'enfance, et puis on parle d'oiseaux, d'ornithologie. Oui, j'ai un frère qui est mort il y a 2 ans et qui était un ornithologue très avancé. Là. Il avait identifié à peu près une centaine d'oiseaux juste à Saint-Benjamin. Il avait installé des cabanes pour les merles bleus. Il avait découvert le plus petit des hiboux, gros comme ça, dans la sucrerie chez nous. Et Serge était maniaque de ça. Et il avait installé des cabanes d'hirondelles tout le tour de la maison. Et à la même époque, ma mère était tombée en amour, c'est-à-dire c'est le contraire, un pigeon était abouti chez nous. Personne ne savait trop d'où il arrivait. Il s'était mêlé aux poules et il était tombé en amour avec ma mère. Il la suivait partout, il grimpait sur son épaule. Elle était dans le jardin à planter des choses, il les déterrait, croyant bien faire. Et c'est tout ça que j'ai mêlé ensemble, ces histoires. Et la passion de Serge, on est tous finalement devenus des ornithologues. Okay. On a tous acheté des jumelles, on allait tous observer les oiseaux. Et ma mère a toujours été
une fan des oiseaux. Tu sais, elle avait des mangeoires d'oiseaux, mouches. Et on s'est toujours dit, et c'est mon frère qui l'avait écrit, elle était peut-être ornithologue dans l'âme bien avant nous autres. Puis on remarque d'ailleurs que tes souvenirs d'enfance, ça vire beaucoup autour des animaux. Il y a le cochon, le mouton qui me suivait à l'école, les oiseaux. Ben, quand tu grandis sur une ferme, c'est une grande partie de ta vie. Hein. Tu vas traire les vaches matin et soir, tu vas écurer les cochons tous les jours, tu soignes les poules. Tu vis avec les moutons. Puis quand tu es enfant, ça vient te chercher. Hey, mais je regarde l'ensemble là, de ce livre-là, puis il me semble que ça a dû demander beaucoup de travail. Il y a beaucoup de recherches là-dedans. Hein? Il y a beaucoup de recherches là-dedans, énormément. Ma bonne amie André Roy m'a été très utile encore une fois. Mais j'adore faire ça. Quand je prends une période, là, par exemple, de 3 ou 4 ans, là, je m'en vais tout de suite voir, si ça touche la Beauce, les journaux de la Beauce de l'époque, parce que le guide de Sainte-Marie est arrivé plus tard, mais l'éclaireur est là depuis 1905. Pardon. Et j'aime beaucoup faire la recherche. Avec maintenant, la beauté de l'affaire, c'est qu'avant, c'est difficile, mais maintenant, à la Banque des Archives nationales du Québec, tu as accès à tous les numéros d'éclaireurs. Tous les numéros du guide, tous les numéros de l'Action catholique. Donc, si tu es patient, tu vas trouver plein de choses. Puis ils avaient dans l'éclaireur des chroniques de village. Je ne sais pas si tu te souviens. Saint-Benjamin, un tel s'est marié à telle date, un tel a eu un enfant, un tel de Québec est en visite à Saint-Benjamin. C'était des potinages. Mais des fois, ça racontait des histoires intéressantes. Tous les villages de la Beauce avaient leurs chroniqueurs ou chroniqueuses et l'éclaireur publiait ça à chaque semaine. OK, donc il y a des heures là-dedans. Oui. Mais c'est la partie que j'aime le mieux. Oui. Et puis, dans tout ce que tu as fait, dans toutes les histoires que tu as contées, là, on comprend que c'est. En tout cas, moi, ça m'aide à comprendre des choses. Mais toi, avais-tu une intention là-dedans? Y a-tu certaines choses que tu aimerais ou que tu souhaitais que les gens comprennent ou bien qu'ils ressentent? Écoute, c'est toujours. Quand tu écris un roman historique, tu souhaites toujours d'avoir des choses que les gens vont apprendre, vont dire ah, mon Dieu, je ne savais pas ça. Comme dans la nouvelle sur Fénélon Poulain qui s'en va aux États-Unis. Les gens à qui j'ai fait lire cette première version-là m'ont dit, mon Dieu, on ne savait pas que le Ku Klux Klan, c'était si fort que ça. Tu es sûr de ça? Ben, je dis, oui, je suis sûr de ça. On ne savait pas que le New York Times a fait une campagne épouvantable pour se débarrasser de tous les Canadiens français. Moi non plus. C'est 2 choses que j'ai appris. Et ça m'a étonné grandement. Dans les mines d'or, moi aussi, vous voyez ça de façon un peu historique. Je ne savais pas que si les compagnies anglaises avaient exploité comme ça, puis il y a eu qui ont exagéré énormément, que les gens s'est fait avoir complètement maltraités. Je ne savais pas ça. Mais j'ai découvert ça dans une thèse d'un étudiant beauceron qui est enregistré à la Banque des Archives nationales. Tout est là. Sur la bagasse, que les Américains viennent en grand nombre s'approvisionner au Canada, je ne savais pas ça, qu'ils repassent après, puis que le douanier, moyennant une bouteille de whisky, les laisse passer sans dire un mot. Bon, tu sais, je savais que ça ne se passait pas de façon très catholique, mais j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et c'est toujours ça qui est agréable là-dedans. Comme le sorcier, le gars qui trouve de l'eau avec son bâton. Je me souvenais que M. Exviard avait fait ça une fois chez un voisin, mais il se promenait avec son bâton, puis il me semble qu'il ne s'était rien passé, mais... J'ai découvert dans Ou l'éclaireur ou un autre journal de la Beauce, un vieux sourcier de Sainte-Marie qui raconte comment ça se passait, comment il choisissait. C'était pas n'importe quel arbre, il fallait que ce soit un merisier qui roulait dans sa main quand il arrivait au-dessus de l'eau. Puis là, il sentait que l'écorce, c'était tellement fort que l'écorce se défaisait du truc. Là, je me suis dit, merde, tu sais, puis ça marchait tout le temps. Tout le temps, et le gars ne se trompait jamais. C'est quelque chose. Alors, c'est ça. Tu finis par apprendre beaucoup de choses. Pas parce que... Souvent parce qu'on t'a mal enseigné l'histoire au Québec, disons-le. Je ne me souviens pas d'un cours d'histoire où on m'a parlé du Ku Klux Klan ou du New York Times ou des mines d'or de la Beauce. On apprenait les Indiens contre les prêtres, puis ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça. Jacques Cartier, de Maisonneuve. Hey, donc, c'est Zigoun, c'est aux éditions Piat-Serre. On trouve ça dans... Partout. Est-ce que c'est disponible en format numérique? Pas encore, mais ça doit l'être. Mais ça va l'être éventuellement. Bon, on invite les gens à se le procurer. Vraiment, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, qu'est-ce qui arrive maintenant? On refait-tu d'autres romans? Oui, bien, je suis dans un roman policier, mais ça avance pas à mon goût. Je vais voir comment Zigoun va être reçu. Et si c'est bien reçu, je vais peut-être encore des idées pour en faire un autre. Ah ouais? Oui, un certain nombre d'histoires que j'aimerais raconter. Fait que, on va surveiller ça, puis je pense que les gens vont être intéressés. S'il y en a un autre, je pense que ça va marcher ça aussi.
Espérons. Espérons. Donc, merci beaucoup. Là. Ça a été super gentil, plaisir. surtout de venir merci, en présentiel comme ça. Là, ça fait... Écoute, c'est agréable. Ben oui, c'est agréable. Ouais. Et puis, je te dirais bien pour faire la promotion que je fais à Saint-Benjamin demain pour faire le lancement, mais c'est l'émission passe après. C'est ça. Demain va être passé. Là. Merci d'être venus, ceux qui sont venus. Oui. Donc, alors, merci beaucoup. Et puis, nous, j'en espère que vous avez apprécié. En tout cas, nous, on l'a apprécié. Puis, suivez-nous, continuez à vous suivre, à nous suivre surtout. Et puis, on va essayer de vous trouver des choses tout aussi intéressantes pour la prochaine fois.